Nous allons dans cette vidéo traiter le cours sur les fonctions trigonométriques. Donc les fonctions trigonométriques qui seront la fonction sinus, la fonction cosinus, seront des fonctions dites périodiques. Donc commençons par regarder la définition de ce qu'on appelle une fonction périodique. Donc dans cette définition, ce qui sera important, c'est qu'il y aura un nombre réel grand T ici, qui sera la clé de tout. On dira qu'une fonction numérique f est périodique de période t, si et seulement si. Alors, la relation à retenir, c'est celle-ci. Si seulement si l'image de x plus grand T est égale à l'image de x. C'est-à-dire si seulement si l'image d'un nombre qui se trouve t plus loin que x est la même chose que l'image de x. Donc on retrouve, donc dans ce cas-là, on dira que grand T est une période de f. Et lorsqu'une fonction petit f admet une période grand T, en fait, elle en admettra une infinité, tous les éléments de la forme k fois t, où k est un nombre entier. Donc si il se passe la même chose t plus loin, mais t encore plus loin, c'est-à-dire 2t plus loin, se passera la même chose. De la même manière, 3t, 4t, 5t plus loin, se passera la même chose. Donc si grand T est une période, tout multiple de grand T avec un k, un nombre entier, est aussi une période. Et on dira que t est la période de la fonction si grand T est la plus petite de ces périodes. Donc la plus petite des périodes d'une fonction, c'est ce qu'on appelle la période. Alors graphiquement, qu'est-ce qui va se passer? Donc si on a une fonction périodique de période grand T, alors on sait que ce qui va se passer sur un intervalle de longueur T va être reproduit à l'identique indéfiniment. Donc en fait, il suffira de faire l'étude de la fonction sur un intervalle d'amplitude T. Alors par exemple, il pourra s'agir de l'intervalle qui démarre à 0 qui va jusqu'à T, donc on pourra faire une étude sur l'intervalle positif qui va de 0 jusqu'à T, ou alors parfois il sera pratique de faire l'étude sur un intervalle qui est centré en 0, donc un intervalle de longueur T qui est centré en 0, ça signifie qu'on démarre à moins t sur 2 et qu'on va jusqu'à t sur 2. Donc on a en tout un intervalle qui a pour longueur t. Donc ça pourrait être pratique parfois. Il suffira ensuite de représenter graphiquement la fonction sur cet intervalle-là. Et ensuite, pour l'avoir sur R, il suffira de reproduire la courbe que l'on a sur un intervalle d'amplitude d'une période à l'infini vers la droite et vers la gauche. Donc pour cela, on fera ce qu'on appelle des translations. On va déplacer le morceau de courbe que l'on a tous les t en fait, donc des translations horizontales. Alors une translation horizontale, c'est une translation qui est liée au vecteur unitaire de l'axe des abscisses qui est souvent appelé le vecteur i. Donc en fait, il suffira de faire des translations de vecteurs k fois ti. On va faire des translations de vecteurs des multiples de périodes. Donc on va aller voir ce qui se passe 2t plus loin à droite, 3t plus loin à droite, et la même chose à gauche. Donc on fera les translations de vecteurs k fois ti. Alors maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe pour les fonctions trigonométriques, celles qui nous intéressent, la fonction sinus, la fonction cosinus. Alors on sait que lorsqu'on a étudié le sinus sur un tour complet, ben, si on recommence sur tour complet, un deuxième tour complet, on va obtenir les mêmes valeurs. Donc comment on peut traduire ça? En disant que le sinus d'un angle du type x plus 2 fois pi, donc si j'ajoute un tour complet, je me retrouve au même endroit sur le cercle trigonométrique. Donc on va retrouver la même valeur du sinus. La même chose pour le cosinus. Lorsque je me trouve sur un point sur le cercle trigonométrique, mais si j'ajoute un tour complet de pi, je me retrouve au même point, donc j'aurai la même abscisse, c'est-à-dire le même cosinus. Donc on dira que les fonctions sinus et cosinus sont 2π périodiques. Donc en fait, ce sont des fonctions périodiques de période 2π. Ce qui se passe en x est exactement identique à ce qui se passe en x plus 2π, 2π plus loin. Donc voilà pour les fonctions sinus et cosinus, ce sont des fonctions 2π périodiques. Donc comme on l'a vu dans la définition d'une fonction périodique, il suffira d'étudier ces fonctions sur un intervalle de longueur 2π. Donc par exemple, soit sur l'intervalle 0, 2π, ou alors sur l'intervalle qui va de moins pi à pi. Donc ici, on a un intervalle centré en 0 qui va de moins pi à pi, et qui a donc pour longueur 2π. Donc du coup, pour la parité de ces fonctions, alors qu'est-ce qu'une fonction paire, qu'est-ce qu'une fonction impaire? Donc je rappelle qu'une fonction est paire si et seulement si, pour tout x, l'image de moins x est égale à l'image de x. Donc si deux nombres opposés ont la même image. Et une fonction sera impaire si seulement si, pour tout réel x, on a l'image de moins x est égale à moins l'image de x. C'est-à-dire si deux nombres opposés ont des images opposées. Donc ça c'est la définition d'une fonction paire et une fonction impaire.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos fonctions trigonométriques? Donc, on savait depuis le début de l'année que le sinus de moins x, c'est l'opposé du sinus de x. Ça, c'est une propriété importante du sinus. Et de la même manière, le cosinus de moins x est égal au cosinus x. Ça aussi, propriété sur le cosinus. Donc, ce qui fait que la fonction sinus sera une fonction impaire et que la fonction cosinus sera une fonction paire, puisqu'elles satisfont l'une et l'autre aux définitions qu'on vient de rappeler sur les fonctions paires et impaires. Alors, quelles conséquences cela aura-t-il? Donc, du coup, puisque les deux fonctions sont l'une paire et l'autre impaire, donc il suffira de les étudier uniquement sur la partie positive de l'intervalle de définition. Donc nous, on avait dit qu'on les étudiait sur l'intervalle moins pi, pi. Donc il suffira de les étudier sur la partie positive de cet intervalle, à savoir l'intervalle 0 pi. Et une fois qu'on aura l'étude de ces deux fonctions sur l'intervalle 0 pi, mais graphiquement, puisque la fonction par exemple sinus est impaire, donc la conséquence graphique, c'est que la courbe représentative de cette fonction sur la partie négative, c'est-à-dire sur l'intervalle moins pi 0, s'obtiendra par symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Ça, c'est une propriété graphique des fonctions impaires. Et de même, la fonction cosinus étant une fonction paire, dans ce cas-là, la courbe représentative de la fonction cosinus sur la partie négative, c'est-à-dire sur l'intervalle moins pi 0, s'obtiendra par symétrie, cette fois-ci axiale, par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est la propriété graphique des fonctions paires. Donc symétrie axiale pour les fonctions paires. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire l'étude de variation de chacune de ces deux fonctions sur l'intervalle 0 pi. Alors, ce qu'il nous faut pour étudier les variations des fonctions sinus et cosinus, c'est ce qu'il nous fallait pour n'importe quel type de fonction, c'est les dérivées. Alors voilà un résultat nouveau que l'on va admettre et que l'on va donner de suite, les fonctions dérivées de la fonction sinus et cosinus. Donc ces deux fonctions seront dérivables sur R, et à retenir, est très important, la dérivée de la fonction sinus, donc sinus x prime, ça va être égal à cosinus x. Donc le cosinus x, c'est la dérivée de sinus x. Et parallèlement, la dérivée de cosinus x, ça sera égal à moins, attention, il y aura un signe moins ici, moins sinus x. Donc l'opposé du sinus x sera la dérivée du cosinus x. Donc du coup, si on veut maintenant étudier les variations de la fonction sin et de la fonction cosinus, on va pouvoir utiliser leur dérivée. Donc on a dit qu'on allait étudier sur l'intervalle 0 pi. Donc je vais rajouter une ligne à mon tableau ici. Pour la dérivée du sinus. Donc la dérivée du sinus, on a dit que c'était le cosinus. Donc étudions le signe du cosinus x, donc de la dérivée du sinus, sur l'intervalle 0 pi. Donc pour cela, faisons un petit cercle trigonométrique ici. On est sur l'intervalle 0 pi, donc sur le demi-cercle ici. Donc le cosinus, donc on se rappelle, c'est l'abscisse d'un point sur ce demi-cercle-là. Alors le cosinus x, on voit bien que l'abscisse peut être égal à 0 à cet endroit-là. Donc c'est lorsque l'angle vaut pi sur 2. Donc on va considérer que pi sur 2 est la racine du cosinus sur l'intervalle 0 pi. Et de 0, lorsque l'angle va de 0 jusqu'à pi sur 2, on a une abscisse qui est encore positive. Et au-delà de pi sur 2, entre pi sur 2 et pi, donc l'abscisse va devenir négative. Donc on a une abscisse positive, puis négative. Donc la dérivée de la fonction sinus est d'abord positive, puis négative. Donc on aura une fonction sinus croissante, puis décroissante. L'image de 0, c'est 0. L'image de pi sur 2, le sinus de pi sur 2, c'est 1. Le sinus de pi, c'est 0. Donc voilà pour le tableau de variation, la fonction sinus. Pour la fonction cosinus, sur l'intervalle 0 pi, rajoutons une ligne aussi pour la dérivée. La dérivée, c'est moins sinus x. Alors donc, on va s'intéresser au signe de cette expression-là sur l'intervalle 0 pi. Alors on sait que sur l'intervalle 0 pi, donc lorsque je prends un point, le sinus, c'est donc l'ordonnée de ce point. Voilà le sinus x. Et le sinus, on sait que sur l'intervalle 0 pi est toujours positif au-dessus de 0. L'ordonnée est toujours supérieure à 0. Donc le sinus est toujours positif, ce qui veut dire que l'opposé du sinus sera toujours négatif sur l'intervalle 0 pi. Donc la fonction cosinus sera une fonction décroissante sur l'intervalle 0 pi. Donc le cosinus de 0,
c'est 1 et le cosinus de pi, c'est moins 1. Donc voilà pour les variations de la fonction cosinus. Donc du coup, nous avons obtenu les variations de la fonction sinus, la fonction cosinus. Leur courbe représentative, donc on voit ici sur l'intervalle 0pi pour la fonction sinus, on a bien une fonction croissante sur 0pi sur 2, puis décroissante sur pi sur 2pi. Et la représentation graphique, partie négative moins pi sur moins pi 0, la symétrique par rapport à l'origine de la représentation graphique sur 0 plus l'infini. Pour la fonction cosinus, donc la fonction cosinus qui est ici, on a bien une fonction décroissante sur l'intervalle 0pi. Et la courbe représentative sur l'intervalle moins pi 0 va donc être la symétrique par rapport à celle sur l'intervalle 0pi par rapport à l'axe des ordonnées, puisque la fonction cosinus, on avait dit qu'elle était paire. Donc voilà pour la représentation graphique sur l'intervalle moins pi, pi. Et comme ce sont des fonctions qui sont 2pi périodiques, donc si on voulait les avoir sur R, il suffirait de reproduire à l'infini et par des translations leur courbe représentative sur l'intervalle moins pi, pi. Donc ici, nous avons la représentation graphique du cosinus sur l'intervalle moins pi, pi, celle du sinus sur l'intervalle moins pi, pi. Donc ces représentations graphiques, on va les reproduire à l'infini vers la droite et vers la gauche en faisant des translations successives de vecteurs 2k pi fois le vecteur unitaire. Donc la période étant 2pi, on prend des multiples de cette période. Donc c'est pour ça qu'on multiplie par k, où k est un entier relatif. K pourrait être négatif, non nul parce que sinon ça ne ferait rien, pour obtenir les courbes des fonctions cosinus et sinus sur R. Donc voilà pour les études, voilà pour l'étude complète des fonctions trigonométriques sinus et cosinus sur R. Il reste un dernier résultat à amener pour cette année sur les fonctions trigonométriques, ce sont des dérivées de fonctions trigonométriques du type sinus de ax plus b. Donc si à l'intérieur du sinus et du cosinus, on a autre chose que x, mais si on a du ax plus b, donc la dérivée de sinus de x plus b, ça va être a fois cosinus de x plus b. Et la dérivée de cosinus de x plus b, ça va être moins a fois sinus de x plus b. Donc nous avons ici les dérivées de deux fonctions composées, donc des fonctions, des formules qu'on avait déjà vues, mais avec d'autres fonctions de référence, par exemple la fonction racine carrée.